Très ravi d'être des vôtres en cette nuit pour cette édition unique de Journal télévisé sur Benet TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, un message du président de la République islamique de Mauritanie à l'endroit du chef de l'État Romuald Wadani. Il est porté par le ministre mauritanien des Affaires étrangères, reçu en audience ce jour par le chef de l'État, juste après une séance de travail du président de la République avec le collège des ministres conseillers récemment nommés. On est le 12 juin, c'est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Carton rouge au travail des enfants, une enfance protégée, un travail décent pour les adultes. C'est le thème retenu par la communauté internationale. La conseillère spéciale de la mère-enfant d'Abomey Calavi prend la parole dans ce 20h. À suivre son appel pour garantir à chaque enfant un environnement favorable à son épanouissement. Et hors de nos frontières, le Nigeria qui poursuit le rapatriement de ses ressortissants menacés par les violences anti-immigrants qui sévissent en Afrique du Sud. Pendant ce temps, la France est toujours sous le choc après les obsèques de la petite Liana de Fleurance, retrouvée morte le 4 juin dernier. Et puis, serait-ce la bonne cette fois-ci? Donald Trump annonce la signature prochaine d'un accord avec l'Iran. Bienvenue à toutes et à tous. Est-ce une confirmation de la place du Bénin au cœur des dynamiques diplomatiques africaines? Au Palais de la Marina ce vendredi, le ministre mauritanien des Affaires étrangères est venu transmettre un message du président de la République islamique de Mauritanie au chef de l'État béninois. Cette rencontre témoigne-t-elle de la volonté des deux États d'approfondir leur partenariat et de consolider leur concertation face aux défis auxquels le continent est confronté? Eh bien, l'émissaire mauritanien a livré les grandes lignes des discussions avec son hôte à sa sortie d'audience. Suivons-le au micro d'Edmond Humbo et Ulvaeus Balogun. Il a été question naturellement de l'actualité au niveau de la Oumma islamique et en particulier de son cadre de coopération qui est l'OCI. Et par rapport à cette question, le Bénin a naturellement apporté son soutien à la demande qui a été formulée par notre pays à l'endroit d'un pays frère comme le Bénin. Et je voudrais aussi réitérer des félicitations et des encouragements du président de la République de Mauritanie à son frère, d'abord pour sa brillante élection, pour ses engagements, l'engagement du Bénin en faveur du développement de notre continent et en faveur aussi de la paix et de la sécurité au niveau régional. Je vous remercie. Et au-delà des enjeux diplomatiques, le président de la République entend aussi renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale au plus près des citoyens. Tenez, avant cette audience avec l'émissaire mauritanien, le chef de l'État Romuald Wadani a rencontré ce vendredi le collège de ministres conseillers récemment nommés. Une première prise de contact pour fixer le cap et les exigences de leur mission. Le point avec Ulvaeus Balogun. C'est une première rencontre aux allures de prise de contact entre le président de la République et les ministres conseillers récemment nommés. Cette séance de travail a permis au président de la République de rappeler le contexte de leur nomination et de préciser le rôle qui est assigné aux ministres conseillers dans l'architecture gouvernementale. Les ministres conseillers auront notamment pour mission d'accompagner la conduite de l'action gouvernementale et de contribuer à la mise en œuvre efficace des réformes engagées par l'exécutif. Ils devront également jouer un rôle essentiel de pédagogie auprès des populations. Expliquer les décisions prises par le gouvernement, faire comprendre les actions engagées, présenter les solutions apportées aux préoccupations des citoyens et rendre plus lisibles les politiques publiques dans les différents secteurs de développement. Au-delà, les ministres conseillers sont appelés à être des relais, capables de faire remonter les préoccupations des citoyens. Le président de la République a rappelé aux ministres conseillers qu'ils n'ont pas été choisis pour représenter une région ou une communauté, mais pour servir le Bénin et les Béninois. Il a aussi insisté sur la cohérence entre les paroles et les actes et l'attention qu'ils devront désormais porter aux plus vulnérables.
Cette rencontre marque ainsi le démarrage effectif de la mission des ministres conseillers, placés sous le signe de la proximité, de l'écoute et de l'explication de l'action publique. Et l'efficacité de l'action publique se mesure aussi à la qualité de l'organisation des grands rendez-vous nationaux. Tenez, parmi ceux-là, le baccalauréat. Le coup d'envoi sera donné dans 2 jours, lundi donc. Pour s'assurer que tout est prêt, les ministres en charge des enseignements secondaires, professionnels et supérieurs ont effectué une visite à l'office du baccalauréat. Où en sont les préparatifs de la DOB? Réponse avec Victorine Bandé et Mathieu Degbeglo. Après 9 mois de préparation, l'heure de la composition approche pour les candidats au baccalauréat session de juin 2026. Au total, 77 101 candidats sont répartis dans 140 centres à travers le pays pour l'examen. À l'office du baccalauréat, on est fin prêt. Les acteurs, surveillants et correcteurs de l'examen ont été retenus. Les candidats et les surveillants de salles ont été aussi reçus et munis désormais de leur convocation. Nous avons 14 séries. Les éléments d'évaluation sont conditionnés et déjà arrivés à destination. Soyez rassurés. Tout est prêt pour le lundi 15 juin 2026. Cet office ne nous a jamais déçus. Le gouvernement connaît les efforts que vous déployez et est à vos côtés pour le niveau de qualité que cette organisation a atteint, ce niveau de qualité qui est reconnu dans la sous-région, qui est salué et que les gens viennent copier. Je ne peux pas ne pas saluer l'augmentation de l'effectif dans les séries scientifiques. C'est la preuve effectivement que tout ce que nous faisons pour rendre les matières scientifiques attractives fonctionne et c'est encourageant pour le gouvernement. C'est avec une grande joie que nous apprenons de la bouche du directeur de l'office du bac que tout est déjà fin prêt pour que le bac démarre le lundi prochain. Si nous avions atteint ce niveau, c'est grâce à tout le travail qui a été fait depuis le début de l'année, à commencer par les enseignants, les encadreurs au niveau pédagogique, les chefs d'établissement, les parents aussi y ont contribué. Des dispositions particulières sont aussi prévues pour les candidats amblyopes et sourds malentendants. Aux côtés de l'office du baccalauréat, les forces de défense et de sécurité et les autres acteurs impliqués sont mobilisés pour garantir le bon déroulement des épreuves qui démarrent ce 15 juin. Et au-delà des aspects organisationnels, le baccalauréat est aussi une épreuve psychologique pour des milliers de candidats. Les cœurs peuvent battre un peu plus vite alors que le compte à rebours est désormais enclenché. L'adrénaline monte et le stress gagne du terrain. Un phénomène souvent redouté, mais vous allez le voir, il peut également devenir un précieux allié. Comment? Karamatou Agbatao et Macléo Dadan-Oussodé nous éclairent dans ce reportage. Colombe vient de boucler sa journée de cours. Elle est étudiante à l'ENEAM, l'École nationale d'économie appliquée et de management. Derrière l'uniforme qu'elle arbore fièrement, se cachent de précieux souvenirs. À quelques jours du baccalauréat, session de juin 2026, elle se rappelle à son expérience d'il y a 1 an, lorsqu'elle se préparait elle aussi à cet examen décisif. Beaucoup de foi, beaucoup de courage. Je faisais confiance surtout aussi à mes compétences. Mais c'est vrai que plus le jour du bac approchait, plus le stress montait et je me demandais en fait si j'étais prête ou pas. Comme Colombe, de nombreux élèves candidats au baccalauréat ressentent une forte pression à l'approche de l'échéance. Une pression liée à l'importance de cet examen, souvent considéré comme un tournant décisif dans le parcours scolaire ou de vie. C'est le premier diplôme universitaire et c'est la clé à toutes les portes, puisque après le bac, vous pouvez aller dans n'importe quelle direction, dans plusieurs directions selon votre choix. Donc c'est un examen, comme vous le dites, qui est grand, qui est important et qui est décisif dans la vie de l'homme. Et par conséquent, je comprends que les candidats soient stressés et qu'ils se posent beaucoup de questions, mais ils auront
les ressources nécessaires pour réagir, puisqu'ils ont étudié pendant toute l'année. Les enseignants ont fait leur devoir. Eux-mêmes, ils ont accompli les leurs, y compris les parents. Donc, ça ne doit pas être une occasion d'entrer dans la peur, dans ce qui peut les empêcher de réussir, non. Dès qu'on pense au bac, on pense vraiment à quelque chose de grand, à un diplôme vraiment très important que nous devons obtenir pour continuer nos études si nous voulons continuer sur le plan professionnel. Attente, fierté, stress, quel que soit l'état d'esprit des candidats, la petite boule au ventre, elle, est toujours présente. Une réaction normale et inhérente à l'espèce humaine. C'est la connaissance immédiate ou spontanée que nous avons de nous-mêmes, et de nos actes et de tout ce qui est extérieur. Donc si un candidat est vraiment un vivant supérieur et qu'à l'étape actuelle, il n'a pas de stress, c'est qu'il ne se souvient pas de ce qu'il veut faire. Donc le stress est un ferment, c'est un carburant qui pousse à bien réagir et à réagir positivement. Mais c'est la peur, l'angoisse qu'il doit éviter et les idées négatives. Encore quelques heures avant le coup d'envoi des épreuves, pour les candidats, l'heure n'est plus aux hésitations, mais à la concentration pour transformer leurs rêves en réussite. Et pendant que des milliers de candidats se préparent donc à franchir cette étape importante de leur parcours scolaire, d'autres enfants à travers le monde continuent encore d'être privés de leurs droits fondamentaux. Je l'annonçais tantôt en titre, la journée internationale de lutte contre le travail des enfants est célébrée ce 12 juin. À cet effet, une voix d'enfant rappelle l'urgence d'agir pour leur protection. Elle est conseillère spéciale de la mère-enfant d'Abomey Calavi et elle exhorte à renforcer les actions de protection. Roxana Kotomé a 15 ans et elle est au micro de Kodos Abdoulaye. Suivons-la. Chers parents, en ce jour spécial, nous vous demandons, nous, vos enfants, de nous protéger contre toutes sortes d'exploitation, surtout l'exploitation économique. Nous voulons vivre une enfance libre et en sécurité. Chères autorités, nous vous remercions beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Malheureusement, beaucoup d'enfants continuent de travailler dans les marchés, dans des carrières. Par exemple, un enfant soumis au travail forcé peut avoir un retard sur ses camarades de classe, un manque d'attention, avoir de faibles notes, ce qui entraîne l'échec ou l'abandon. Un cri poignant, sans doute pas tombé dans des oreilles de sourds. Et l'avenir des enfants se construit autant dans les salles de classe que sur les terrains de sport. Dans cette perspective, le gouvernement béninois engage un changement de paradigme en rapprochant davantage les mondes de l'éducation et du sport. Une ambition concrétisée à travers le projet dénommé Synergie éducative et sportive, dont les premières actions sont déjà visibles sur le terrain. Ghislain Poguet et Élisée Degbeignan nous en disent plus. Le ministère des Enseignements maternels et primaires et le ministère des Sports et de l'Engagement civique se mettent ensemble pour conduire un projet au profit des enfants qui sont dans les écoles. La phase pilote prend en compte 10 écoles du département de l'Atlantique. Le Bénin veut faire désormais de l'éducation et du sport les deux faces d'une même médaille. Un véritable changement de paradigme à mettre au service de l'épanouissement et de la réussite de la jeunesse. Le projet Synergie éducative et sportive. Le projet Synergie éducative et sportive n'est pas un simple programme de divertissement. Il s'inscrit en droite ligne de la vision du gouvernement qui fait du sport un levier de développement social, d'inclusion et de détection des talents à la base dès leur plus jeune âge. Le projet Synergie éducative et sportive fait faire aux écoliers des activités structurées, sécurisées et inclusives. Ici, le jeu est un apprentissage des valeurs de solidarité, de discipline, de respect de l'autre et de dépassement de soi. Ce projet va permettre aux enfants, en fonction de leur âge, d'acquérir des habiletés et des compétences spécifiques pour un développement ultérieur de leurs capacités techniques, tactiques et physiques. Les enfants sont réunis par catégorie d'âge, en fonction de leur disponibilité physiologique et psychologique, autour d'activités spécifiques. Ainsi, au football et au basketball, l'enfant développera l'adresse. Au badminton, la latéralité, c'est-à-dire le rapport à développer entre son corps et la raquette, et d'autres activités
qui développe d'autres facultés chez l'enfant, comme la coordination musculaire. Synergie éducative et sportive prépare donc l'enfant à affronter le monde qui l'attend et dans lequel il vivra demain. Voyons toute autre chose à présent dans ce journal avec le cadastre national. Au-delà de sa dimension technique, il porte aussi une forte ambition sociale parce que le développement ne peut être durable sans inclusion. Les opérations d'enregistrement foncier en cours dans plusieurs communes du Bénin intègrent une attention particulière aux couches les plus vulnérables. Comment cette approche inclusive se traduit-elle sur le terrain? Élément de réponse avec Marcela Rossi. Pendant longtemps, pour de nombreuses personnes au Bénin, posséder ou exploiter une terre ne signifiait pas forcément disposer d'un droit reconnu et sécurisé. Une réalité qui touchait plus particulièrement certaines catégories de population, femmes, jeunes, éleveurs, agriculteurs ou encore groupes minoritaires. Dans la mise en œuvre du cadastre national, cette question a été identifiée très tôt comme un enjeu majeur. Depuis le montage du projet jusqu'à son opérationnalisation, il était question de réfléchir à ce qu'un cadastre qui est mis en place au Bénin ne soit pas un cadastre exclusif, mais que ce soit un cadastre qui est accessible et qui prend en compte toutes les catégories de la population béninoise. L'objectif affiché, faire en sorte que la modernisation foncière bénéficie à tous, y compris aux populations les plus exposées au risque d'exclusion ou de contestation de leurs droits. Sur le terrain, cela se traduit par des actions ciblées de sensibilisation, d'accompagnement et de mobilisation communautaire. Une démarche destinée à encourager ces groupes à participer pleinement aux opérations de collecte et d'enregistrement des données cadastrales. Les autorités ont compris que si on veut assurer une durabilité et une fiabilité de ce document, de cet outil de gestion, il faut forcément impliquer les acteurs qui sont généralement marginalisés. Pour de nombreux bénéficiaires, l'enregistrement au cadastre apporte une reconnaissance officielle, une sécurité supplémentaire et parfois même de nouvelles perspectives économiques. Autrefois, pour acheter une parcelle, la femme devait remettre l'argent à son époux qui l'enregistrait uniquement en son nom. Après son décès, la situation devenait très difficile face à la belle famille. Certaines femmes perdaient tout, leur argent et leurs biens. C'est avec une grande joie que je m'exprime aujourd'hui, car nous avons reçu les documents que nous avons longtemps espérés. Nous pensions avoir été oubliés, mais finalement, on s'est souvenu de nous et nous sommes vraiment heureux. Et s'il subsiste encore d'autres défis pour atteindre certaines catégories peu représentées, les organisations de la société civile accueillent déjà les avancées actuelles avec satisfaction. Nous pourrions dire que ce projet nous a permis d'avancer dans le domaine des femmes, des jeunes et des personnes handicapées. Moi, j'en étais vraiment ému. À mesure que le cadastre s'étend, une conviction gagne du terrain. La sécurisation foncière produit pleinement ses effets lorsqu'elle profite à l'ensemble des populations, sans distinction. Et du foncier à l'énergie, les réflexions se poursuivent autour des conditions indispensables au développement des États de la sous-région. À Cotonou, experts et régulateurs du secteur énergétique de l'UEMOA planchent sur les mécanismes susceptibles de renforcer l'accès des populations à une électricité fiable, abordable et durable. Les explications avec Macléod Adam Oussodé et Fallon Kisezono. Véritable moteur de transformation économique et de modernisation, l'énergie demeure un enjeu majeur pour les États de l'UEMOA, confrontés aux mêmes défis d'accès à une fourniture fiable et durable. Cette rencontre de Cotonou vise à dynamiser les activités de ces acteurs afin de renforcer leur collaboration autour de leur mission principale, celle de l'harmonisation des politiques énergétiques des États membres pour une meilleure intégration du marché régional de l'énergie. La réunion des présidents et des directeurs généraux des autorités de régulation des pays membres de l'UEMOA
pour discuter essentiellement sur l'opérationnalisation de ce comité, notamment en adoptant le règlement intérieur et ensuite le plan d'action 2026-2027. Vous savez très bien que tous nos États ont suffisamment de potentiel énergétique et malheureusement ces potentiels énergétiques ne sont pas exploités. Donc la volonté des États membres de l'UEMOA, c'est de créer un marché régional où tous ces pays vont se retrouver et pour essayer d'améliorer en tout cas la couverture de l'électricité pour le bon plaisir ou le bon bonheur des populations de l'espace. Créé depuis 2009, le comité régional des régulateurs du secteur de l'UEMOA peine encore à être pleinement opérationnel. D'où la nécessité de renforcer la synergie entre les régulateurs de la sous-région. L'action des régulateurs revêt une importance stratégique. Les organes de régulation constituent des acteurs essentiels pour garantir la transparence, l'équité, l'efficacité économique et la protection des intérêts des consommateurs, tout en assurant un cadre attractif pour les investisseurs. Cette approche, fondée sur la complémentarité des ressources et des avantages comparatifs de chaque État membre, constitue un levier essentiel pour bâtir un secteur énergétique plus résilient, plus compétitif et plus durable. Relancer le comité, harmoniser les approches et renforcer la collaboration entre les régulateurs. Voilà autant de défis que les acteurs entendent relever à l'issue de cette rencontre de Cotonou pour faire de l'énergie un véritable moteur d'intégration et de développement au sein de l'UEMOA. Dans un tout autre registre à présent, la fête nationale de la Russie, encore appelée Jour de la Russie, elle est célébrée le 12 juin de chaque année en commémoration de l'adoption en 1990 de la déclaration de souveraineté de l'État russe, marquant la naissance de la Fédération de Russie. Au Bénin, cette célébration est placée cette année sous le sceau de l'amitié. C'est ce que nous rapportent ici Pedro Messangbewa, Renaud Akako et Mathieu Degbeglo. Sous les lambris dorés de cet espace hôtelier, l'épopée d'une Russie moderne, née sur les cendres de l'URSS, a été célébrée. C'est le 12 juin 1990 que le Parlement russe a adopté la déclaration de souveraineté qui a commencé la Russie moderne. Bien plus qu'une simple célébration, la commémoration du jour de la Russie a mis en lumière les atouts d'une coopération qui traverse des générations. L'événement a offert une tribune pour des promesses d'avenir et une volonté réaffirmée de bâtir un partenariat mutuellement bénéfique pour les deux États. Le 22 avril dernier, Son Excellence M. Vladimir Poutine, notre président, a adressé ses sincères félicitations à Son Excellence M. Romuald Vodani. Le chef d'État russe a exprimé son espoir que son homologue béninois contribuera au développement continu des relations bilatérales dans l'intérêt de nos deux peuples. C'est devant des personnalités issues du corps diplomatique et de l'Association des diplômés béninois de Russie que le toast a été porté. Vive l'amitié. Au cœur de cette soirée conviviale, la coupure du gâteau a été scellée sous le sceau de l'amitié qui unit les deux peuples. Les relations entre le Bénin et la Russie sont nées d'un partenariat historique. Et cet héritage s'est surtout traduit par la formation de milliers d'étudiants béninois en Russie au fil des décennies. Ces relations se traduisent par des échanges politiques très soutenus, mais aussi par une coopération active dans divers domaines, ainsi que par l'accompagnement de plusieurs générations de cadres béninois formés dans des universités russes. Quelques figures éminentes du tandem Bénin-Russie ont été distinguées au cours de cette soirée. Pour l'ambassadeur de la Fédération de Russie près le Bénin, cette cérémonie marque aussi la fin d'un parcours. Ma mission au Bénin touche à sa fin. Un moment de grande émotion pour Igor Dmitrievitch Evdokimov, qui repart du Bénin avec des souvenirs intarissables. Travailleurs
honnête. On est vendredi, l'heure est aussi à la détente et aux découvertes culturelles. Entre humour, cinéma, cirque, slam et même soirée nostalgique, le week-end promet de belles émotions aux quatre coins du pays. Que pourrez-vous faire demain ou encore dimanche? Eh bien, voici la sélection des sorties à ne pas manquer avec Pedro Messang Bewa. Ce week-end, les scènes culturelles s'allument. Voici quelques rendez-vous qui valent le détour. Les amateurs d'humour, prenons la direction ce vendredi de l'Institut français du Bénin à Cotonou. À partir de 19h30, place à la grande finale de Qui fera rire l'Afrique de demain? Le concours humoristique organisé dans le cadre du programme La Relève Montreux Comédie Afrique. Une soirée qui promet de révéler les futures étoiles du rire sur le continent. Samedi, changement d'ambiance avec la première diffusion du documentaire Entre filet et espoir, les pêcheurs de Ganvier du réalisateur Cyril Hunga. Le film sera projeté à partir de 19h à l'espace Meyton de Zobadjen, dans la commune d'Abomey-Calavi. Une immersion au cœur du quotidien de ces hommes et femmes qui vivent au rythme du lac. Toujours samedi, les nostalgiques des années 90 pourront replonger dans leurs souvenirs à l'occasion du festival Anciens Jeux des années 90. Au programme, contes, lecture, réseautage et agape fraternelle de 16h à 21h à Tangpé, Okinawa, dans la commune d'Abomey-Calavi. Les arts de la scène seront également à l'honneur à Ouida. La Maison de la Culture accueille un spectacle d'art de cirque ce samedi à partir de 9h. Acrobatie, performances et émerveillements seront au rendez-vous pour petits et grands. Et si vous aimez les éclats de rire, retour à l'Institut français du Bénin samedi à partir de 19h30 pour bon spectacle. Sur scène, Gros et Métis, Chromosome, Kadi et plusieurs autres humoristes pour un gala placé sous le signe de la bonne humeur. Enfin, le week-end s'achèvera en poésie avec la Nuit du Slam. Les slameurs investiront l'esplanade de l'école normale supérieure de Porto Novo ce dimanche à partir de 19h pour une soirée de mots, de rythme et d'émotion. Humour, cinéma documentaire, cirque, nostalgie ou slam, il y en aura pour tous les goûts. Alors, faites votre choix et profitez pleinement de ce week-end culturel au Bénin. Avant d'entrer donc dans ce week-end culturel, un tour rapide de l'actualité hors de nos frontières. Le Nigeria a commencé à rapatrier ses ressortissants menacés par les violences anti-immigrants qui sévissent en Afrique du Sud. Pendant ce temps, à Mexico, l'ouverture de la Coupe du Monde rime avec manifestation contre le pouvoir en place. Et depuis le bureau ovale, Donald Trump annonce la signature prochaine d'un accord avec l'Iran. Le Monde en bref, c'est un récit de Ghislain Boguet. Après des jours d'angoisse, une nuit blanche d'attente à l'aéroport de Johannesburg, puis un vol de 6 heures, les premiers Nigériens rapatriés descendent de l'avion à l'aéroport de Lagos, la capitale économique nigériane, la mère patrie. C'est chez moi, s'exclame un des 262 passagers qui composent le premier groupe de Nigériens rapatriés d'Afrique du Sud aux frais du gouvernement nigérien après une montée des violences xénophobes dans la nation arc-en-ciel. L'Afrique du Sud a connu des épisodes récurrents de violences anti-immigrants, mais les manifestations se sont intensifiées cette année et des milices autoproclamées ont ordonné aux étrangers sans papier de quitter le pays d'ici au 30 juin. J'arrête pas de pleurer, je ne cacherai pas que ça m'a... Je mangeais pas, je me mets à la place des parents. J'ai mal au cœur, mais il n'y a pas que moi. Tout Florence,
Même plus que Florence, des habitants partagent leur émotion à quelques heures des obsèques de Liana, collégienne de 11 ans, retrouvée morte le 4 juin dans le Gers. Padre, Hijo y Espíritu Santo. L'intégration ne signifie pas effacer l'histoire de celui qui arrive, déclare le pape Léon XIV lors d'une rencontre avec les organisations œuvrant pour l'intégration des migrants à Tenerife, dernière étape de sa visite d'État en Espagne. La question de l'accueil des migrants est chère à Léon XIV, à l'instar de son prédécesseur François, à un moment où les politiques migratoires se durcissent dans de nombreux pays d'Europe et où l'Espagne fait, elle justement, figure d'exception avec des mesures beaucoup plus libérales. Peu avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde à Mexico, des familles des personnes portées disparues, des enseignants, des syndicalistes défilent en direction du stade Azteca, accusant le gouvernement de privilégier les dépenses liées au tournoi au détriment des crises sociales qui s'aggravent dans le pays. Le président américain Donald Trump déclare qu'un accord avec l'Iran est sur le point d'être finalisé et pourrait être signé d'ici quelques jours. La signature aura lieu prochainement et les documents sont pratiquement finalisés, déclare le président américain lors d'une cérémonie de signature d'un décret sur la pêche commerciale dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Voilà qui vient mettre un terme à ce tour de l'actualité au Bénin et au-delà de nos frontières. Retrouvez juste après votre magazine Succès en direct, suivi de Bonjour le Bénin, votre matinale avec Alain Sochoumain. Ce journal, il s'arrête ici. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain avec toujours ce même plaisir. Passez une excellente nuit.